Bienvenue dans The HR Masterclass, le podcast où on parle de leadership, culture et talent. Je suis Frédéric Nolf et je tends le micro à des leaders qui ont des choses à dire. On parle d'expérience, de conviction et de comment ils font bouger les lignes. Nous recevons aujourd'hui Geert Albrecht, qui est Chief People and Sustainability Officer chez B6 Group. B6 est une entreprise belge de services dans la construction, active principalement en Europe, au Moyen-Orient et en Australie. Elle a évolué d'une entreprise de construction à une offre complète, incluant le développement de projets, la création de projets, le value engineering et, si nécessaire, le financement, ainsi que la maintenance et les opérations. Elle compte à son actif la création de la plus grande usine du monde dans le Waste to Energy, la construction de la plus haute tour du monde, Burj Khalifa à Dubaï, et la création d'ouvrages d'art comme des ponts et des tunnels. Elle emploie 11 000 personnes dans 26 pays et réalise un chiffre d'affaires de près de 3,5 milliards d'euros. Geert est un ingénieur qui est arrivé dans les RH par l'EHS. Véritable visionnaire, il est structuré, pragmatique et très humain et n'a pas peur d'aller à contre-courant. Nous parlerons de capacité de leadership, d'entrepreneuriat et de droit à l'erreur, du métier de manager, de transparence et de bien d'autres choses encore. Et sa vision des data vous surprendra peut-être. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TrendSearch et Q7 Leader. Je vous en souhaite une excellente écoute et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Mon nom est Geert Albrecht, je suis Chief People Officer de B6 Group. Je suis aussi le responsable de durabilité, Chief Sustainability Officer. Et comme je dis, je suis le parent dans le comité exécutif de tous les aspects sécurité, hygiène et environnement et santé auprès de B6 Group. Ça veut dire pour la totalité de nos entités dans le groupe B6. Tu peux nous rappeler quel est ton parcours qui t'a amené à cette grosse fonction? Les études m'ont donné, après études, le diplôme d'ingénieur industriel. J'ai en soi, j'étais encore, comment je peux le dire, j'étais encore un des heureux qui ont dû faire leur service militaire. Et en soi, je peux dire maintenant, après coup, j'ai pris l'option pendant mon service militaire de suivre un cours en sécurité. Aujourd'hui, ça s'appelle conseiller de prévention. Et j'ai suivi ce cours pendant mes services militaires. J'ai opté pour ne pas perdre un an complet. Je vais faire cette formation c'était au VUB à Bruxelles. Et cette option que j'ai prise à ce moment-là, en soi, ça a fortement influencé ma carrière sans vraiment savoir au moment que j'avais pris cette option pour faire cette étude-là. Parce que j'ai en soi vraiment avancé ma carrière en arrivant à l'époque, Belgacom, maintenant Proximus, via des examens, parce que c'était encore l'État à l'époque. J'avais fait des examens pour devenir fonctionnaire, pour trouver un job chez Belgacom. Et le moment que je suis arrivé là, ils ont eu un petit souci à l'interne d'une de leurs services. Ils ont eu un incendie et à cause de cet incendie, ils ont constaté qu'ils n'ont pas eu de conseiller en prévention sur place. Et parce que j'avais eu ce diplôme, par hasard, ils ont dit, tiens, vous devez faire ça. OK, fine. Et ça, en soi, a influencé ma carrière jusqu'à maintenant, si je peux le dire un tout petit peu. Parce que vite après, c'était l'arrivée de John Goossens. Ils ont changé complètement la manière de travailler chez Belgacom. Mon patron à l'époque de la sécurité, de service de prévention, n'était pas peut-être à ce moment la meilleure personne au meilleur endroit. Ils m'ont demandé, j'avais l'âge de 27 ans, ils m'ont demandé de reprendre ce service. Et alors, c'est le début de ma carrière. C'est la première fois que, quand j'avais 27 ans, de gérer une équipe avec des gens beaucoup plus âgés, beaucoup plus expérimentés autour de moi. Et dit, voilà, tiens, faites ça. C'est à vous de le faire parce qu'on y croit à vous. Et j'ai commencé d'essayer de faire le maximum pour fidéliser cette équipe autour de moi, de m'assurer que j'étais quand même respecté, mais aussi accepté par mes collègues beaucoup plus anciens, avec beaucoup plus de seniorité, mais
par donner un nouveau dynamique, une nouvelle manière de faire. J'avais bien compris que bien faire, c'était pas assez. C'est aussi bien vendre l'équipe. Alors, je pense que c'est aussi un élément pour moi qui est important. J'ai toujours eu un peu le sentiment comment je vends un service, pas seulement faire le service et avoir peut-être un service à qualité, mais si personne veut acheter ce service, ça marche pas non plus. Alors, de bien faire le lien et créer un réseau entre ce service de sécurité et les différents services opérationnels et tout ça. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais bien compris aussi parce que j'étais en soi un technicien, j'étais ingénieur, que être l'ingénieur, être techniquement capable n'était pas assez. Alors j'avais pris l'option de suivre un MBA chez Vlerick. Et la combinaison des deux, je pense que ça amenait que j'étais un peu remarqué par le niveau supérieur, comme quelqu'un avec une ambition, quelqu'un avec une volonté. Et pendant ma carrière, pendant cette période-là, j'avais une bonne relation avec mon N plus 1 et grâce à ça, une bonne relation avec le N plus 2 aussi, qui était à l'époque Michel Vermarque, qui était le secrétaire général de Belgacom. Il me donnait l'opportunité de quitter le service de prévention et d'arriver à un groupe de travail sur un plan qui a eu le nom de code Horizon. Et c'était un plan spécifique pour revoir toute la structure de l'entreprise Belgacom, autant dans le support que autant dans les opérations. Et ça, en soi, m'a amené à tout à fait une autre manière de voir les choses. C'était plutôt au niveau stratégie, avec plein de collègues que je n'avais jamais rencontrés avant, et avec un échange dans ce réseau-là, et qui m'a donné l'opportunité de regarder avec un autre angle toute cette entreprise et avoir aussi la capacité d'aller chez chaque manager ou chaque service pour dire, tiens, je viens de ce projet-là, est-ce que je peux vous aider pour faire une réalisation, une restructuration? C'était ensemble là, aussi avec les équipes de McKinsey à l'époque, qui étaient fortement intégrées. Et aussi de eux, j'ai beaucoup appris comment faire du project management, du change management, la manière qu'on présente certaines choses. Et un des éléments dans ce plan de Horizon, c'était leur réforme du statut statutaire. Ça veut dire un fonctionnaire, c'est un statut. Ce statut, c'est pour lifetime employment, je peux le dire comme ça. Mais à l'époque, on a eu trop de statutaires chez Belgacom. Ça veut dire qu'on est en train de chercher des solutions pour les amener à des autres services publics. Et ça, c'était à l'époque avec le ministre Van der Lanotte et son équipe. Et j'étais le project manager de cette idée-là, de dire, OK, quels sont les différents projets qu'on sait trouver où les agents de Belgacom peuvent travailler. C'était à l'époque l'intégration des centrales 112. Pour la première fois, c'était la combinaison et les cartes électroniques d'identité. Ça m'a amené dans l'aspect RH. Et par après, voilà, tiens, j'ai eu l'opportunité de devenir le Chief Compagnon de Belgacom. J'ai fait ça pendant 5 à 6 ans. J'avais un peu, je peux dire quand même, un peu assez à la fin. J'ai commencé de chercher. Le premier emploi que j'ai retrouvé où les personnes m'ont dit, voilà, tiens, vous pouvez venir, c'était B6 en 2007. Et depuis lors, je suis encore là, assez fidèle. Oui, tu as une longévité assez inhabituelle dans ton rôle. Oui. Mais dans deux côtés, parce que chez Belgacom, j'étais aussi pendant presque 14 ans. Ici, maintenant, j'ai 18 ans de service. Je ne trouve pas que vous devez changer pour avoir des autres ambitions, pour avoir des autres idées ou une chose pareille. De temps en temps, avoir la stabilité, ça change aussi la manière que vous pouvez influencer l'avenir, quoi. Ah oui, on reviendra là-dessus peut-être plus tard dans la discussion. Donc c'est intéressant, tu es arrivé au HR en tant qu'ingénieur grâce à IHS.
Ouais, hein, qui t'a amené ensuite vers de l'organisation, de la stratégie, et puis des Compen-Ben. C'est pas voilà. du tout le parcours classique qu'on trouve en Dans tous les HR. jobs. Est-ce qu'il y a eu un moment qui a vraiment été un moment pivot, qui t'a vraiment amené dans, tu dirais ça a été un moment marquant qui make it or break it? Oh, je pense pas make it or break it. Moi, je pense que c'est toujours la combinaison des deux choses, hein. Je pense que le fait que Michel Vermaak, à l'époque, avait une certaine croyance ou une certaine confiance que j'étais capable de faire autre chose, pour moi, c'est un élément important. Dans une carrière, vous avez clairement besoin de gens qui y croient, qui pensent, Oui. voilà, tiens, cette personne. Euh, et ça doit pas être toujours pas tellement visible, hein. Moi, j'ai dit souvent dans le RH comme dans le rôle que j'ai aujourd'hui, j'ai aussi déjà aidé à la création d'un certain carrière, même si je ne dois pas dire ah c'était moi grâce à moi. Ça veut dire c'est pas chaque fois hyper visuel, mais vous avez besoin des gens qui ont certainement confiance ou vous donnent une opportunité. Je pense que ça c'est un élément clé. J'avais trouvé cette personne avec Michel Vermaak. Et le deuxième Donc c'est élément, pas je toujours pense, une relation, c'est pas toujours une relation de mentoring qui est formelle en fait. C'est non, informel, ça se passe quoi. voilà. Ouais. Ça dépend pour moi. Je pense que, allez, c'est pour ça que je dis, pour moi, il y a les deux volets. Vous avez besoin de quelqu'un, formel ou informel, ça peut être ton N plus 1, mais ça peut être quelqu'un dans l'organisation. Et vous devez aussi avoir, c'est c'est pas ego, mais c'est quand même important, vous devez aussi avoir l'ambition et la capacité de le faire. Sinon, hein, pour moi, une carrière, c'est souvent agir sur des opportunités, mais vous devez créer vos propres opportunités aussi, hein. Si vous êtes allez, c'est chaque fois, il y a pour autant que rien qui bouge, vous allez rester à tourner vos pouces, il n'y a rien qui va se passer non plus. C'est aussi un effort de votre part à faire, aussi un effort et avoir une certaine volonté, mais même avoir, c'est pour ça que je dis, c'est la combinaison des deux. Pour le dire en anglais, right man at the right place, or right woman at the right place at the right time. C'est absolument important, mais vous avez toujours besoin de quelqu'un qui y croit. Sinon, même si vous avez toutes les capacités du monde, sans quelqu'un à confiance ou la croyance que vous avez la capacité de le faire, ça va pas marcher non plus. Les deux. Et je pense pour moi, ces moments clés, c'était le moment de- d'avoir mon MBA, la création de ce plan Horizon, la confiance de Michel Vermaak à l'époque. Bah ça, c'est un moment clé. Sans ça, peut-être j'étais jamais ici. Combinaison de choses. Ouais, C'est une ouais. combinaison de choses. Au début de ma carrière, je pensais que la reconnaissance qu'on ne demandait pas était quelque chose de plus noble. Mais parfois, il faut savoir susciter quand même aussi les opportunités et exprimer son ambition, hein. Les Ouais, choses ne viennent ouais. pas toutes seules. Et donc, parfois, il faut aussi savoir sortir du bois et dire, tiens, moi j'ai l'ambition d'eux, ou j'ai envie d'eux, ou je suis intéressé par. C'est important aussi, dans une carrière, de savoir verbaliser les choses et faire des demandes, hein. Absolument. Et je pense dans chaque carrière, il y a multiples de moments où il y a la possibilité de prendre à gauche, à droite. Vous devez d'abord avoir le choix à gauche, à droite, c'est une chose, mais forcer de temps en temps qu'il y a un choix, hein. C'est comme postuler pour un job. Quand vous êtes en train de postuler pour un job, vous devez aussi avoir à un certain moment un oui de quelqu'un. Ça veut dire, là aussi, vous êtes en train de créer votre propre demain. Et, et, et ça sont des différentes opportunités, et dépendant de votre choix à un certain moment X et Z, ben, votre carrière peut bouger d'une autre manière. Oui, oui, oui. Je voudrais un peu parler de tes croyances au niveau leadership. Quelles sont les choses dans lesquelles tu crois profondément en termes de leadership? Est-ce qu'il y a des principes que tu vas systématiquement appliquer, par exemple? Ouais, je pense que pour moi, il y a deux ou trois éléments qui sont hyper importants. Je pense que la première chose où moi j'y crois vraiment, vous devez avoir la capacité de développer une vision. Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je pense que de clairement définir et avoir aussi une sorte de storytelling autour, quelle est la vision et de visualiser d'une manière ou l'autre pour vous-même et pour votre équipe, quelle est la vision, à quoi vous voulez aller, hein, sur quel est le résultat que vous voulez obtenir. Pour moi, c'est hyper important. Je pense que, et peut-être c'est ma manière, mais je pense que les gens ont besoin
de croire votre ambition, d'avoir une confiance sur la vision que vous avez formulée pour justement être derrière vous. De ne pas avoir une vision, de ne pas être clair avec votre vision, même si vous devez le changer le jour après, peu importe, mais d'avoir la capacité de formuler et comme j'avais dit il y a quelques minutes, et d'avoir la vente autour de votre vision, de dire, OK, j'y crois parce que pour X et Z, je pense que c'est la bonne solution. Je pense que c'est un élément important. Sans ça, je vois pas comment les gens peuvent vous suivre, quoi, parce que souvent, ils n'ont pas en tête la manière à quel résultat vous voulez arriver à la fin. Je pense que ça, pour moi, c'est important. Un leader doit avoir la capacité de créer une vision et de vendre sa vision autour de lui. Je pense qu'un deuxième élément pour moi important est aussi un peu d'être un rôle modèle. Rôle modèle sur la manière que vous voulez y arriver, hein, sur tes valeurs, sur la manière, votre éthique et toutes sortes, de vraiment dire, OK, si moi je veux arriver à X ou à Z, je dois d'abord le montrer moi-même aussi. J'ai toujours un peu peur d'être sans connaissance, si je peux le dire, autour d'un certain sujet et de prendre le leadership de ce sujet. Moi, je trouve, si vous voulez si vous allez être un leader d'un certain topic, vous devez aussi comprendre comment ce topic marche. Peut-être pas jusqu'au dernier détail. Je prends toujours l'exemple. Demande pas à moi de faire la paye de l'entreprise. Je suis incompétent de le faire, mais j'ai la vision comment un pays doit fonctionner, quel est le service qu'on veut montrer, comment est la transparence, la clarté. Ça, oui. Et vous devez comprendre quels sont les sujets ou quelles sont les difficultés. Ça veut dire pour moi, sur chaque sujet, allez, si demain on me demande d'inventer un centre nucléaire, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas la capacité. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas investir du temps, d'apprendre et autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais au moins, avoir la capacité de convaincre les gens avec un certain niveau de technique. C'est une raison pourquoi je dis aux jeunes talents dans le RH aussi de comprendre au moins une ou deux disciplines dans RH et ne pas rester généraliste tout le temps. Et le dernier élément, je trouve hyper important, c'est créer un focus. Un focus pour soi-même comme leader, mais aussi un focus pour l'équipe. Un focus pour soi-même, c'est nécessaire parce qu'on ne sait pas gérer tout. Ça veut dire qu'on doit quand même prendre une décision. Qu'est-ce que moi je vais gérer? Qu'est-ce que mon équipe ou quelqu'un d'autre va gérer? De penser que vous êtes capable de gérer tout, ça devient alors du micromanagement et on n'arrive jamais à quelque chose. Vous devez avoir la capacité de laisser tomber certaines choses. Mais de bien définir quel est le focus et quels sont les éléments clés que je dois gérer moi-même pour m'assurer qu'on va arriver à la fin à une solution X et Z, ça pour moi est important. Ça veut dire et la même chose pour l'équipe autour. Quels sont vos éléments que vous considérez primordiaux pour réaliser votre vision? Gérez pas autre chose. C'est pas votre but, c'est pas comment je dis, votre atout. Vous devez vraiment gérer les choses qui sont fausses. Moi, je vois souvent autour de moi les gens qui veulent gérer tout. C'est perdu dès le début, quoi. On ne sait pas gérer. On doit vivre avec une certaine ambiguïté et ne pas avoir peur de ça, quoi. Ne pas avoir peur de l'ambiguïté. Et ne pas avoir peur de l'ambiguïté et d'y croire aussi que ça va se résoudre de toute façon d'une manière ou l'autre. C'est pas parce que c'est votre décision que ce sera mieux que c'est la décision de quelqu'un d'autre. Vous devez seulement prendre la décision où ça joue un rôle important, quoi. Allez, c'est ma vision, c'est ma manière que je pense. J'espère que mon équipe va dire la même chose, que j'essaie de gérer mon propre équipe.
mais c'est aussi la manière que je veux influencer l'entreprise et les collègues autour de moi, quoi. C'est bien, donc je résume une vision avec une capacité à l'exprimer pour Ouais, donner envie de te suivre, une capacité à rentrer dans la connaissance des dossiers suffisamment pour être crédible et savoir de quoi on parle, et alors le focus sur l'exécution de cette ouais, vision. C'est vraiment un beau modèle de leadership, hein. Quand je t'écoutais parler de la connaissance, moi c'est aussi un conseil que je donne toujours aux gens qui veulent faire du RH. Je dis, mais il faut quand même comprendre le droit social alors, du pays, en tout cas principal dans lequel vous êtes, parce que si vous ne comprenez pas, quelqu'un d'autre comprendra et mettra le doigt sur vos erreurs. Et donc, ouais, ça fait partie des choses techniques qu'il faut comprendre dans un métier, notamment les règles qu'on doit connaître et avec lesquelles on peut faire. Ça fait partie des choses à connaître. Dans tout métier, il y a comme ça un socle de connaissances, alors notamment le juridique en HR, pas que, mais absolument. ça en fait Ouais, partie aussi. J'avais quelqu'un dans mon équipe qui était comme toi, quelqu'un qui était ingénieur, mais qui venait des opérations. Et je lui ai dit, ce serait vraiment chouette que tu viennes parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de drive, beaucoup de leadership, beaucoup de respect dans l'organisation. Je lui ai dit, mais j'aurais envie de te conseiller de prendre un cours de droit social pour ouais. ne jamais te retrouver dans une situation où tu dis, mais j'ai fait quelque chose que je ne pouvais pas. Alors tu vas te décrédibiliser si tu dois réparer ça toi-même par la suite. Oui, Euh, voilà, et vous pouvez toujours, allez, c'est pas faible de demander conseil ou un avis ah, de quelqu'un d'autre, mais de savoir que vous n'êtes pas capable de donner la réponse est peut-être plus important que d'essayer de trouver une solution qui peut-être n'est pas à l'auteur que vous avez Ça, c'est besoin. une véritable parole de sagesse, hein. C'est combien d'années d'expérience au total que tu as, Geert? Oh, je pense maintenant plus qu'une trentaine, je deviens vraiment Ouais. vieux, ça c'est clair. Eh bien, osez demander de l'aide. Est-ce qu'il y a un principe en HR ou en leadership avec lequel tu n'es pas d'accord, que beaucoup de gens utilisent ou appliquent et avec lequel tu n'es pas d'accord? Oh, allez, je pense que pour moi, je dis que je réponds à votre question, peut-être elles sont vraiment efficaces. Je pense qu'il y a des éléments pour moi qui sont en train de changer, où je n'y crois pas vraiment à 100%. La première chose où moi je sens un changement énorme, c'est l'utilisation des données. Et je pense que l'utilisation des données, de différentes formes et de différentes sortes, est devenue une sorte de fétiche. Tout sera dans ces données-là. Et je pense que le moment qu'on va aller trop loin dedans, c'est le moment qu'on oublie l'être humain qui est derrière. Je sais bien qu'il y a plein de données qui sont beaucoup plus capables de les capter par l'intelligence artificielle, par des reporting, par des BI et tout ça. Mais je vois de plus en plus le besoin de l'être humain, d'être reconnu comme un individu. Et le plus qu'on va aller dans le sens, et je vois plein de gens sont en train d'investir dans le recrutement, dans le retention et toutes sortes, donner, ben, je pense qu'à un certain moment, on va avoir un disconnect avec l'être humain qui est derrière, qui a besoin, et qui peut-être est devenu un peu plus individuel et qui a besoin un peu plus de, de soins individualisés, quoi. Moi, moi, j'ai peur d'aller trop loin dans la direction de rapportage, dans la direction de données, dans des statistiques et tout ça. Où je le sens, la société est devenue peut-être plus dans le, si je peux dire le mot en anglais, dans le caring au lieu que dans le rapportage. Ça, pour moi, c'est un sentiment où je suis peut-être un peu Oui? contre-courant vis-à-vis pas mal de mes collègues ou pas mal des gens que j'entends, des, des gens qui livrent des logiciels et toutes sortes, que tout sera dans les données. Ça, ça me donne un deuxième paradoxe où j'ai peur, mais ça c'est plutôt une crainte plus que business, c'est une crainte sociétale, c'est notre capacité de faire du reskilling. Moi, je n'y crois pas à 100% dans toutes les actions de reskilling, allez, sans un support sociétal pour
si je peux le dire comme ça, pour pousser l'idée qu'il y a des autres métiers de demain qui seront peut-être pas dans le contexte universitaire, qui sont peut-être beaucoup plus demandés que les skilling qu'on a fait les derniers 10-20 ans, quoi. Et là aussi, j'ai peur parce que quand on parle même avec mes enfants, eux voient pas ça. Nous sommes encore dans l'idée ancienne d'avoir des diplômes universitaires et toutes sortes, ça sera mieux. Moi, je dis avoir peut-être des écoles beaucoup plus techniques, et techniques dans la matière, comment créer quelque chose, sera aussi quelque chose qui est différent. Et c'est là où moi, je vois la crainte, et on a maintenant par la réduction du temps de chômage de tout le monde, mais ils sont vécus dans une certaine situation et de penser que tous ces demi-millions de gens vont être réactivés demain, je n'y crois pas, quoi. C'est un risque. Et c'est un risque qu'on y croit et qu'on y pense et qu'on investit, mais qu'à la fin, ça ne va pas rapporter beaucoup de choses. Et ça sont les deux craintes, parce que là, c'est une crainte pour moi qui est plutôt déjà dans notre entreprise, c'est où on va investir. Est-ce qu'on va investir dans les systèmes ou est-ce qu'on va investir dans les gens? L'autre, c'est plutôt sociétal où moi je dis, OK, est-ce que nous sommes capables comme société de réinventer la société un peu plus généralement et pas seulement croire que toutes les industries et tous les universités vont le faire d'une manière automatique. Tu ne fais pas partie des gens qui pensent que tout le monde peut apprendre tout? Non. Je n'y crois pas. Et ça ne veut pas dire que pas tout le monde sait apprendre quelque chose. Je pense qu'on doit clairement identifier quels sont les talents et les compétences de chacun. Mais si tout le monde est capable d'apprendre tout, c'est contre-indicatif sur la manière qu'on a déjà traité depuis des années maintenant la société en général, quoi. Je pense qu'on doit vraiment promouvoir beaucoup plus et valoriser beaucoup plus les choses qui apportent un plus-value. Et c'est pas le plus-value, je veux dire, on peut être un plus-value d'avoir un diplôme de médecine, qu'on peut avoir un plus-value d'être un diplôme d'électricien. Les deux ont un plus-value sur une autre manière, sur une autre base. Je pense que être capable pour faire la plomberie à la maison a pour beaucoup de gens beaucoup plus de valeur que, je ne vais pas citer un autre métier pour pas être confrontatif, mais il y a des plus-values partout. Et ça, je pense qu'il y a des gens qui sont hyper capables d'apprendre comment être médecin. Pas tout le monde a la capacité. Mais il y a des gens qui savent bien apprendre comment faire la plomberie et il y a des autres qui n'ont pas. C'est d'identifier ça beaucoup plus, mais d'être beaucoup plus supportif à ça. Non, Mais je ne suis pas convaincu que tout le monde sait apprendre tout, quoi. c'est très précieux. Effectivement, tu le vois bien si on prend l'exemple de la plomberie, le jour où tu es confronté à un problème à la maison, tu aimes bien avoir quelqu'un qui connaît bien son métier, qui est précis, soigneux et qui va être professionnel jusqu'au bout dans son métier. Comme quand tu as un problème de santé, tu vas voir un médecin qui a cette même attitude, hein. Donc c'est aussi une Voilà. question de skills, mais d'attitude aussi, de bien aimer faire un métier convenablement jusqu'au bout, avec qualité. Oui, et pour le médecin, mais si pour le plombier, c'est plus mettre un robinet et tout marche. C'est devenu technique, c'est devenu avec des systèmes électroniques derrière. C'est pas simple du tout, Ah ça non, doit vraiment avoir pas. besoin de ça. C'est comme le médecin n'est pas vous voir à distance. Non, il a aussi besoin un autre type de compétences et de skill setting. C'est-à-dire, mais je suis sûr et certain, il y a des gens qui sont plutôt euh, manuels, techniques, et il y a des gens qui sont peut-être plutôt intellectuels, autre chose. Mais on a besoin de tout, mais on valorise pas tout le monde d'une même manière. Et ça, c'est mauvais. Je pense que c'est là où on fait une erreur. Je pense que ce serait intéressant de comprendre comment tout ça se joue chez Basics, hein, donc comment les choses se mettent en place dans une grande entreprise comme ça, active dans tellement de pays, avec tellement de gens. Comment tu commencerais par décrire la culture de votre société? Il y a deux éléments pour moi qui sont primordiaux dans cette culture. D'abord, c'est la fierté, c'est la passion de notre métier. Pour moi, clairement,
un avantage. Tout le monde, vous, moi, tout le monde, a certainement à essayer de créer sa propre maison, acheter un appart ou autre chose. Et on sent que c'est quelque chose d'émotionnel. Ouais, de construire, on a plus ou moins 400, 500 chantiers annuellement ou même plus. De construire quelque chose, c'est quelque chose qui passionne. On va toujours donner, si maintenant c'est un pont on mettra un câble pour vous connecter avec le réseau fibre optique, ou vous allez en train de faire une station d'épuration d'eau, on donne quelque chose qui change la vie des gens. Et d'avoir la fierté, être passionné autour, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, ça c'est la passion, c'est la partie de la culture, c'est cette passion qui est fortement... non. On traite, et je vois ça, on traite ces projets comme leur propre projet, c'est pour eux. Et c'est aussi quelque chose, même pour moi-même, hein, quand je passe un projet de Basics, je raconte à mes enfants, voilà, ça c'est un projet qu'on fait X, Y, Z. C'est comme j'ai créé moi-même le projet. Ben, tout le monde a ce même sentiment. Je veux dire, cette fierté sur cette entreprise, cette fierté sur le projet qu'on réalise. Bien sûr, c'est plus facile quand vous avez des projets iconiques qu'on a de temps en temps. Mais même, comme on dit, même la personne qui est en train de vous connecter avec le fibre optique, il va avoir le fait que ça marche à la fin et que la personne est aidée, c'est pour moi une chose qui est clairement un aspect culture qu'on a plus que j'avais, par exemple, vécu dans mes expériences précédentes. Je pense qu'un deuxième élément dans notre culture qui est clairement là, c'est l'entrepreneuriat. C'est le oser, c'est oser de faire quelque chose. Ben, nous sommes dans un métier où vous êtes en train de prendre des risques tout le temps. On ne sait jamais faire quelque chose sans prendre des risques. Si on veut éliminer tous les risques, nous sommes pas, nous sommes trop chers, on ne va pas être dans la compétition, on ne sait rien faire. Ça veut dire on doit s'assurer que on prend quelques risques chez nous et on veut réaliser et maîtriser ces risques. Ça veut dire cette ambition, cette volonté de prendre ça, ouais, c'est cet aspect entrepreneur. Chaque projet, c'est une petite entreprise. Chaque projet a un début, au milieu, à la fin, a quelque chose à livrer à ce client. Et la même chose, si c'est des très grands projets de quelques centaines de millions ou des petits projets de 50 000, c'est le même entrepreneuriat. Beaucoup, allez, quand vous êtes dans notre type de métier, beaucoup est réalisé et décidé sur place. On ne sait pas gérer si on doit couler le béton au niveau central, comment le béton sera coulé. C'est l'ouvrier sur place qui doit le faire. Alors, on doit investir dans sa compétence, dans la confiance qu'on a à ces personnes, la manière qu'on a géré, qu'on a préparé tout ça. Mais ça, c'est l'élément entrepreneuriat. Et la personne doit aussi le sentir comme ça. Parce que si lui dit, pauvre, tiens, c'est pas important, on va couler ça comme ça. Ouais, peut-être demain, sur le même pieu, on doit créer un bâtiment. Ben, le bâtiment va pas être construit sur un pieu qui est mal fait, quoi. Ça veut dire, vous faites part d'un chaîne de valeur, et chaque noyau dans cette chaîne a un élément important. Et cet élément, on doit y croire que toutes personnes vont faire ça d'une leur meilleure manière, meilleure façon, quoi. Et ça, Comment c'est différent. C'est pas, je le compare, c'est pas que vous avez un produit que vous devez produire d'une même manière avec des mêmes types de machines mondialement. Chaque pièce chez nous est unique. Il n'y a pas une deuxième pièce comme. Même si on doit faire 1000 pieux, ben, il n'y a pas un pieu qui sera le même que l'autre pieu. Peut-être les conditions sont différentes, les conditions de sol, le béton, la température, le soleil ou whatever. Cet entrepreneuriat sur place, de tous nos project managers, de nos ouvriers, de tout le monde autour de ce projet-là, c'est là qu'on crée la valeur ajoutée de notre entreprise et c'est là qu'on fait la différence avec pas mal de nos concurrents, quoi. Je suis vraiment intéressé. Je pense qu'il y a des personnes qui vont suivre le podcast qui seront intéressées aussi. Finalement, l'entrepreneurship, ça vient dans le domaine de l'accountability aussi. Que les gens soient accountable de ce qui se passe.
Comment on fait vivre ça dans votre entreprise? Donc, j'ai compris une entreprise de projet. C'est pas une entreprise de production, c'est une entreprise de projet où les choses sont très décentralisées. Comment on fait vivre ça? Comment on obtient ce résultat d'entrepreneurship et d'accountability? Ouais. Mais peut-être on revient alors sur l'élément culture. Je pense que pour nous, cet élément culture est un élément important. On a refait, on a réaccentué un peu notre culture il y a 2 ans pour justement montrer quels sont les comportements qu'on a besoin pour bien réussir. Entre nous, avec l'entreprise qui a grandi, qui a eu une croissance énorme, c'est plus l'entreprise qu'il y a 10, 15 ans. L'entreprise a changé. Il y a les nouvelles générations qui arrivent. Il y a une nouvelle technique qui est en train de se mettre en pratique. Il y a des systèmes qui sont en train de changer. Je pense que pour nous, c'est de continuer d'accentuer quels sont les éléments qui font la différence chez B6 vis-à-vis de nos compétiteurs. Et c'est justement un des éléments, comment je vais le dire en anglais, c'est le ownership. C'est de prendre la responsabilité, de montrer dans nos procédures que vous avez le droit de prendre responsabilité. Un de nos éléments forts, un de nos aspects culturels qui sont fortement présents, c'est le no blaming. On ne va pas vous mettre en difficulté si vous dites que vous avez fait une erreur. On dit clairement, c'est mieux de dire que j'ai fait une erreur. Comme ça, vous pouvez mettre la mécanique de support dans l'entreprise, parce que l'entreprise est là de plus que 130 ans. Ça veut dire qu'on a quand même un peu d'expérience dans les métiers qu'on fait. C'est mieux de dire, OK, j'ai fait une erreur, c'est pas comme je ne sais pas pourquoi ou whatever, et d'être honnête autour de votre erreur. Comme ça, toute l'entreprise peut vous aider. Ça, c'est pas facile quand vous êtes en train de recruter pas mal des nouvelles collègues qui ont vécu des autres types de cultures ou qui n'ont pas l'habitude de dire, OK, j'ai fait une erreur, et il y a des personnes qui vont t'aider au lieu de te dire, OK, vous avez mal fait, on va vous virer, ou on n'a pas de bonus ou autre chose. On a quand même eu déjà des années aussi, parce que quand même, comme pas mal des autres entreprises dans notre industrie, on a eu des années, des difficultés. Les dernières 4-5 années n'étaient pas faciles du tout, juste avant et après Covid, parce qu'on a maintenant mondialement un marché qui a changé, point de vue contractuel, point de vue coût de notre supply chain et tout. Ça veut dire qu'on a signé des contrats. Si on voit maintenant les contrats qu'on a signés il y a 5 ans, c'était des stupidités de le faire, mais maintenant, oui, on a pris ownership. On a essayé de travailler pour minimaliser les risques, minimaliser les pertes, mais on a aussi appris comment plus faire ça demain et montrer ça à tout le monde, que même les gens qui ont fait une erreur sont pas tout de suite virés. De rester fidèle avec vos propres employés, ça a un impact. On a eu des filiales en difficulté. On n'a pas coupé les filiales, mettre en faillite ou de le vendre à n'importe quel prix. Non, on a gardé les filiales, on a mis des ressources dedans, on a travaillé pour que ça fasse mieux, et on a seulement montré aux gens que si vous êtes fidèle avec nous et honnête avec nous, on va faire le maximum que ça fonctionne pour vous autres. Et ça, pour moi, c'est la même chose dans cette passion et cet entrepreneuriat. C'est montrer culturellement que nous sommes sur le même bateau, quoi. Qu'on a Oui. les mêmes, à la fin, la même chose. C'est la même chose, c'est le succès de l'entreprise. Et c'est un succès partagé. C'est jamais le succès de monsieur ou de madame X, c'est un succès partagé. Si vous voulez pas partager le succès, peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit. Et ça, on a clairement, je pense, montré du fait que pas mal de nos general managers sont des gens qui ont vécu 20, 30 ans chez nous déjà. Ça veut dire là aussi montre que dans le long terme, il y a la possibilité, il y a une carrière, mais aussi une certaine loyauté de l'entreprise vers ses employés et vice-versa. Comment les systèmes de rémunération viennent soutenir ça? Ouais. Je veux dire,
D'abord, on a créé beaucoup plus de transparence dans nos systèmes de rémunération que je vais quand même dire que j'ai contribué à ça parce qu'au moment que j'étais arrivé, c'était pas clair du tout, quoi. C'était un peu tous dans un black box. C'était jamais vraiment clair qui a eu quel type de voiture d'entreprise et pourquoi et comment. On a clairement commencé de créer une transparence, de dire OK, ça c'est la manière qu'on veut faire, c'est ça, ça sont les différentes procédures, ça c'est notre niveau hiérarchique entre les différentes fonctions. Euh, on a créé une transparence transversale et verticale, ça veut dire pour un certain type de service, mais aussi pour un certain niveau. Ça montre qu'on a eu la volonté d'être honnête avec tout le monde. Deuxièmement, on a rectifié, on a créé mondialement le même type de système d'évaluation de performance. Parce qu'il y a 15 ans, c'était chaque région, chaque entreprise, c'était différent. Nous, on a dit clairement, on a créé quelque part un système d'évaluation. On sait bien qu'il n'y a jamais un système qui est fantastique. Ça veut dire qu'on change de temps en temps le contenu ou un petit astuce en plus ou en moins. Mais on a quand même dit, voilà, tiens, on veut que tout le monde est rémunéré correctement et bien évalué. Mais on n'a jamais couplé à 100% l'évaluation avec l'octroi d'un bonus. On a toujours dit, l'octroi d'un bonus, ça dépend du résultat de l'entreprise. Est-ce que si on a gagné un peu d'argent, c'est distribué, on va distribuer. Même dans des années qu'on a eu des difficultés, on a distribué des bonus, même aux départements ou aux régions qui n'ont pas eu un résultat opérationnel positif. On a dit non, c'est pas parce que par hasard, on a quand même nous-mêmes, tous ensemble, signé un contrat qui vous amène à une perte quelque part, que vous devez être pénalisé pour ça. Ça ne veut pas dire que vous avez eu le même montant de bonus, mais on n'a jamais dit, OK, score d'évaluation autant, score de truc, c'est autant de bonus. C'est pas mathématique. Il y a une liberté dedans. Et cette liberté, c'est une discussion avec tous les business units, avec tous les départements, de dire, OK, basé sur le budget qu'on a disponible, qu'est-ce que vous voulez avoir, comment vous voulez le distribuer. Et on a une discussion pendant 2-3 jours chaque année pour dire, OK, comment on va distribuer le montant qu'on a. Bien sûr, ceux qui ont un vrai résultat record reçoivent un peu plus, mais on ne va jamais pénaliser ceux qui ont par hasard eu, parce que les gens sur le terrain, c'est pas eux qui ont signé le contrat. Le contrat est signé au niveau de management. C'est eux qui doivent vivre avec et ont vécu peut-être une situation parce que moi je dis toujours les chantiers qui marchent bien, la vie est splendide. Hein. Il n'y a jamais de souci. Les chantiers où c'est difficile, ça tout le monde est sous stress. Parce que tout le monde, hein, on parle de la passion, on parle de cet entrepreneur, se sent responsable pour cette perte. Et là, ça amène du stress, ça amène beaucoup plus d'heures de travail et tout ça pour diminuer ce stress au maximum. Ça veut dire diminuer la perte. Ça veut dire qu'on ne peut pas pénaliser. Et ça est clairement mis dans notre approche à tous les niveaux pour justement montrer, oui, on va évaluer votre performance, mais c'est pas pour ça que vous allez avoir tout de suite le meilleur bonus du monde avec un très bon score ou le pire du monde ou zéro de bonus ou être viré, peu importe quand vous avez un score négatif. Le but est ensemble, on va avancer et le but est ensemble, on va apprendre pour essayer de ne pas commettre les mêmes erreurs. Je sens beaucoup de soucis pour la fairness, hein, que ce soit fair et juste. Beaucoup de fairness et d'équité, ouais. Oui, Absolument. ça se sent, ouais. Je sens, et c'est... Et pour moi, c'est un sentiment, parce que c'est quand même depuis plus que 15 ans maintenant, je vois que cette fairness et cette équité est devenue de plus en plus important. C'est aussi un des éléments autour de nos politiques de diversité et toutes sortes. Aussi pour les jeunes générations, allez, je le compare, et aussi le fait, Frédéric, quand nous avons commencé notre carrière, de dire combien vous gagnez et quel bonus vous avez reçu, c'était jamais parlé. Tabou. Aujourd'hui, les gens vont via WhatsApp partager entre eux-mêmes
je vois ça comme ça. Voilà, tiens, moi j'ai eu 50 euros, moi j'ai eu 100 euros, et pourquoi celui-là a 75 euros d'augmentation? Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus transparents. Ça veut dire d'incorporer dans votre système de rémunération, de votre système d'évaluation, l'équité, le fairness entre les différentes personnes est devenu beaucoup plus important aujourd'hui et vous allez être beaucoup plus avoir une motivation de votre décision, pourquoi vous faites X et ou Z. Et, et comment, allez, par exemple, je prends ça chez nous aussi, on a commencé, je peux le dire comme ça, de diminuer, pour ne pas dire mettre à zéro, les bonus de performance de nos niveaux, je ne vais pas dire nos niveaux de base, de master student, et entre 0 et 10 ans d'ancienneté, on a fortement diminué le variable pay, on a augmenté le fixed pay, justement pour éviter le débat de fairness. Pour montrer, non, pour le bon travail, pour la meilleure manière de faire, vous allez avoir le même salaire. C'est aussi, et c'est pas en préparation, mais ça aide aussi dans la législation sur Equal Pay, c'est de montrer que cette variabilité n'est peut-être pas l'importance, la discussion de carrière et la discussion d'évolution a plus d'importance. Et on diminue la variable et on augmente le fixe. Ah, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si on peut déjà parler d'une tendance, mais c'est des choses que j'ai déjà constatées par ailleurs, où on a eu il y a une dizaine d'années une volonté de mettre tout le monde avec un salaire variable, croyant que ça motivait les gens. Et puis il y a eu un retour, probablement pour les questions que tu expliques, hein, d'équité. Moi, quand j'étais moi-même CHRO, finalement, on disait aux gens, on ne doit pas mettre quelque chose en jeu pour que vous fassiez votre travail. On part du principe que vous êtes là pour faire votre travail et qu'il sera fait. Si le travail n'est pas fait, on ne va pas sanctionner ça avec une absence de bonus. On va avoir une autre type de discussion plutôt que le Ouais. moment où on calcule les bonus. Et pour le reste, ça fait partie de votre rémunération. Il peut y avoir des choses exceptionnelles qui sont récompensées de manière exceptionnelle, mais ce sentiment d'avoir nécessairement toujours une carotte pour faire quelque chose, c'est pas très respectueux des gens finalement, hein. Non. Et dans ce que tu dis là, moi j'entends beaucoup. J'ai noté là sur ma feuille respect mutuel. J'ai le sentiment qu'il Ouais. y a une vraie volonté de respecter les gens restent longtemps, on leur fait confiance, on ne va pas les licencier s'ils font une erreur intelligente, il y a la fierté du travail bien fait, on veut être transparent. Moi j'appelle ça du respect mutuel, hein. C'est une relation Ouais. équilibrée et respectueuse avec les gens. C'est très Ouais. inspirant. Oui, c'est à 100% ça. C'est aussi la raison pourquoi on a investi pas mal aussi dans l'aspect de bien-être au travail aussi, de voir, tiens, quelles sont les choses qu'on sait faire pour s'assurer que les gens se sentent bien, autant pour leur santé. On a créé Basics Fit, on a créé des contrôles avec Mensura pour les gens de plus que 45 ans qui peuvent faire une visite médicale préventive tous les ans. On participe à Climbing for Life. Allez, on fait quand même pas mal d'actions de dire, OK, point de vue santé, on doit faire attention. On a donné des formations autour du burn-out, sur le, le, le mental dans l'entreprise. On a des contrats de support avec des externes qui donnent support aux gens qui ont besoin de support à un certain moment. Ça veut dire aussi là, pour moi, cet aspect de prendre soin, c'est de prendre soin dans les deux sens. Oui, C'est là aussi quand je reviens sur mon point de, oui, data versus l'être humain. Parce que oui, moi, je peux faire des statistiques sur l'absentisme et toutes sortes, mais de l'autre côté, de comprendre la situation de chaque individu. Et nous, on a dit, par exemple, sur le burn-out, on va proactivement continuer prendre un contact avec la personne. Et qu'est-ce qu'on constate avec de garder ce contact avec le manager, mais surtout aussi avec mes business partners, que la personne revient beaucoup plus tôt, peut-être en temps partiel absence pour raison médicale, et avoir les gens beaucoup plus rapidement de nouveau au boulot, peut-être dans un autre job, hein. Ça aide aussi de ne pas avoir un absentéisme élevé et de montrer ça à tout le monde. Aussi avoir, je pense que c'est aussi quelque chose
ne pas avoir peur de parler de ça. C'est, si dans cette transparence, de ne pas cacher. Si on a un souci quelque part, vous, moi, tout le monde peut avoir un souci à un certain moment. Mais c'est pas à cacher, c'est pas à, allez, c'est pas à dire, ouais, c'est une mauvaise chose, vous n'avez pas bien géré ou toute chose. Non. Bien sûr, il y a des éléments que peut-être on a dû faire mieux ou autre chose, mais de garder le contact, garder l'ouverture, ça aide aussi pour rétablir ou pour continuer une relation de confiance. Et ça, pour moi, c'est aussi un élément qui va devenir beaucoup plus important, quoi. C'est une très bel exemple de comment dépasser la statistique et d'aller chercher l'humain derrière les chiffres, hein. Ça, Ouais. c'est un exemple extrême, évidemment, des gens qui tombent malades en relation avec le travail. C'est un très bel exemple. Euh, Puisqu'on est en totale transparence, est-ce que tu pourrais partager quelque chose que tu as appris d'une erreur que tu as faite? Il y a pas mal des erreurs que j'ai faites dans mes vies. Euh, Quel exemple je vais prendre? Moi, je pense que une des erreurs dans mes styles de management, c'est l'erreur de peut-être pas être assez, de ne pas partager assez mes réflexions. Ça veut dire, à un certain moment, je pense que aussi pour mon équipe, a la difficulté de suivre parce que je n'explique pas chaque étape qui est dans ma propre réflexion. Ça veut dire, quand je dis je dois vendre la vision, mais vendre la vision, c'est aussi vendre le parcours que vous avez plus ou moins suivi pour arriver à cette vision. Et moi, j'ai constaté et encore maintenant, hein, j'ai des difficultés de temps en temps, c'est que j'explique pas assez le parcours, pourquoi j'ai cette vision. Et ça veut dire que oui, on peut croire que vous êtes l'homme ou la femme le plus intelligent du monde et vous avez toutes les réponses, mais c'est pas vrai. Et j'ai constaté, quand j'ai fait ça, quand j'avais fait ça plus, ben, ça a toujours renforcé ou toujours donné des éléments supplémentaires à mes idées, peut-être pour changer la vision un peu à la fin. Et, de, et, de, et quand vous êtes jeune, quand j'avais 30, 35 ans, j'avais pensé, j'avais toutes les réponses. Et maintenant, je sais que j'ai peut-être 10% de réponses. Je peux être assez convaincant et convaincu de mes 10%, ça c'est autre chose, mais d'apprendre peut-être, je vais jamais aller à 100%, mais d'apprendre des autres comment j'arrive de 10 à 40 ou à 50%, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre pendant ma carrière. C'est de ne, même si vous êtes convaincu, et même si vous avez raison, il y a toujours des éléments que les autres vont apporter pour encore améliorer votre idée. Et c'est pour ça que je, j'estime vraiment, j'y crois vraiment à la multidisciplinarité, à la discussion avec des autres, d'écouter des autres, mais aussi oser de parler et d'exprimer vos idées. Je pense que beaucoup de gens n'osent pas dire comment même si c'est bête, comment je suis arrivé là. Parce que les deux partenaires, celui qui est en train d'écouter et celui qui est en train d'expliquer, peuvent profiter. Ah, c'est ça. Est-ce que tu as déjà testé des méthodologies d'intelligence collective dans des cas comme ça? Oui, 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 oui. Ben, je dis en soi, parce souvent on parle des nouveaux mots, des nouveaux aides. En soi, d'avoir un vrai groupe. Je peux l'exemple de quand j'étais chez Belgacom avec nos amis de McKinsey. En soi, c'est la manière qu'ils fonctionnent. C'est en Oui. soi la collectivité. Et leurs idées, c'est souvent élevé avec une très bonne présentation, une très bonne manière, mais c'est capter les informations de tout le monde, d'écouter tout le monde et de rassembler ces infos. En soi, c'était déjà la manière de l'intelligence collective. C'est la Oui. base. Et ça, j'ai appliqué sur pas mal de projets. Et c'est pas chaque fois facile. Quand je parle, on a une quinzaine de filiales. Moi, j'ai aussi dur de m'assurer que tout le monde est à bord, que tout le monde a eu son mot à dire. Certains osent dire, certains n'osent rien dire, certains écoutent mais font quand même autre chose.
et de les partager, mais aussi de s'assurer que je l'invite de partager. Ça reste un effort, mais c'est un effort qu'à la fin va profiter à tout le monde, qui à la fin est une meilleure solution, même à ceux qui sont contre l'idée à la base. Je dis toujours de ne pas, vous ne devez pas être trop occupé avec les gens qui sont contre vous, mais vous devez quand même écouter pourquoi ils sont. Ça ne veut pas dire que vous devez changer votre idée, mais au moins vous avez écouté pourquoi ils sont contre. Oui, oui, oui. Moi, j'ai un Et jour reçu un conseil de quelqu'un qui disait, il y a deux types d'opposants. Il y a des gens qui vont être opposés à tout. Donc, ce sont des gens un peu cyniques dont on peut se dire, ouais, tiens, pourquoi ils sont encore dans ce projet? Parce que vont toujours être contre tout. Mais il y a des gens qui sont sceptiques. Et c'est différent. Ça veut dire qu'ils ont envie que le projet aboutisse, mais ils ne pensent pas qu'on va y arriver comme ça. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils ont peut-être vu quelque chose que tu ne vois pas encore. Et voilà. donc, les Ouais, gens qui sont contre, s'ils sont de bonne foi et qui sont sceptiques et pas cyniques, c'est quand même une source d'information qui est intéressante aussi. ouais. Mais c'est là où moi je dis, c'est un peu dans la manière, même ceux qui donnent un certain scepticisme de quelque part, vous ne devez pas avoir peur de les confronter. Ça ne veut pas dire que vous devez changer d'idée. Souvent, les gens ont peur quand vous êtes confronté avec quelqu'un, vous devez changer. Je dis pas non, mais ça peut vous aider dans une meilleure formulation, une meilleure manière d'approcher un sujet, parce que vous avez entendu les éléments supplémentaires qui peuvent encore créer une clarté supplémentaire aussi. Et ça, je vois souvent, et si je peux dire quelque chose, je vois souvent des gens dans un projet qui attendent, qui, qui demandent l'avis de X et Z et qui attendent parce que tous les avis sont pas positifs. Alors moi, je dis, là, on fait une erreur majeure, c'est de ne pas avancer. J'avais une fois un CEO, je ne vais pas citer son nom, chez Belgacom, qui a dit euh, de ne pas prendre une décision, c'est le plus pire des décisions que tu sais prendre. Oui, oui. Ben, ici, c'est le cas aussi. Je pense pas mal de nos projets. Vous devez quand même avancer aussi dans le projet RH, d'avancer quand même. Vous ne devez pas vous arrêter parce que la vie de l'un ou la vie de l'autre, et vous devez prendre un risque. De ne pas prendre un risque, de ne pas oser, ben, à ce moment-là, vous avez le problème que rien bouge, quoi. Que rien va avancer. Et oui, de temps en temps, à un certain niveau, et je dis ça pour moi-même encore aujourd'hui, vous devez avoir l'ambition ou vous devez prendre le risque que quelqu'un peut, je dis ça avec une manière de Monty Python, de couper votre tête, quoi. Et oui, c'est le risque. Sans ça, on ne sait pas faire notre boulot. C'est un bon exemple de ce que tu as appelé l'entrepreneurship, hein, au départ. Ouais, L'entrepreneuriat, c'est ça en fait, hein, c'est oser avancer, tu l'as dit, hein, c'est oser y aller, ne pas attendre qu'on t'autorise à tout faire, et donc prendre des voilà. initiatives et faire avancer les choses. Et de savoir tout. On ne va jamais savoir tout. Vous devez prendre le risque d'être à 100%. C'est comme on a acheté un logiciel. On a encore eu le cas de figure il y a quelques années. On a acheté un logiciel pour faire le recrutement. On a complètement foiré. Ça n'a pas marché. On a appris pas mal de choses grâce à ça. On a acheté un autre outil par après qui était meilleur. Oui, peut-être à l'époque, on a eu peut-être déjà quelques signaux où mais on a quand même osé avancer. On a appris pas mal de choses pour maintenant avoir un logiciel qui fonctionne convenablement et où tout le monde est content autour et on a dû déployer ça de manière mondiale. Oui, ça, certaines décisions, certains risques se matérialisent d'une manière positive, certains pas. Pour autant, vous êtes prêt de- d'apprendre et d'assumer, hein, parce que vous devez aussi assumer votre responsabilité. Ouais. It's part of life. Hein. En préparant ce podcast, hier, tu en as parlé du rôle des managers. Tu avais Ouais. une vision très claire sur c'est quoi être manager aujourd'hui. Ouais. Euh, je me rappelle exactement, j'ai expliqué ça la dernière fois. Moi, je pense aujourd'hui que le rôle de manager est dans un stade d'évolution
c'est vraiment, vraiment difficile. Et je constate ça pour deux raisons. Je pense qu'aujourd'hui, et je prends l'exemple chez Basics, comme ça c'est un exemple réel. En soi, notre management, c'est basé sur un modèle qui dit, voilà, vous allez apprendre l'expérience sur le terrain, vous allez apprendre comment faire, par après vous allez commencer à gérer des gens, par après vous allez prendre le leadership d'un projet, après le leadership d'un projet, peut-être vous allez prendre le leadership d'un aspect opérationnel, et comme ça. Ça veut dire que ces managers ont vécu une période où, avec de la création de l'expertise, vous pouvez devenir un manager et gérer des autres pour acquérir le même type d'expertise. Et souvent, c'était un très bon modèle à la base. Je pense que pendant cette même période, le monde a fortement changé. Et ce changement peut être aussi, allez, nous, mais je pense dans les autres entreprises aussi, mais nous, on a trop entendu que les gens eux-mêmes étaient capables d'apprendre la totalité de leur métier. Mais le métier a fortement changé, comme j'ai dit, et d'une manière exponentielle les dernières 5 ans. Notre monde de la construction, c'est plus le monde de la construction, c'est le monde du contract management. On gère les contrats. C'est le monde du people management. On gère une équipe des gens qui sont formés pour un certain projet. Mais on a maintenant 5 générations, peut-être 6 générations même sur le terrain. Ça veut dire qu'on a des jeunes de 22, 23 ans, et on a encore des gens qui rapprochent le 65 jusqu'à 70 ans qui sont encore là et qui ont tous vécu des autres manières de travail. On arrive dans un monde de digitalisation. Ça veut dire leur monde est en train de digitaliser d'une manière rapide et énorme, autant avec l'intelligence artificielle, mais aussi avec des autres outils. On a un monde où la durabilité, la sécurité au travail, la réputation devient de plus en plus important. Et on a les clients, moi je dis ça, les clients et les fournisseurs et toutes sortes, vivent dans un même monde et vivent aussi avec plus de moyens possibles pour avoir le départ. Avant, moi je dis ça toujours, avant de créer un contrat, c'est un contrat de 5 pages, on met le prix, c'est terminé. Maintenant, vous avez 100 pages des éléments contractuels parce qu'on veut faire on a plus, hein, un des éléments que j'avais en tête, on arrive dans un monde, même au niveau de RH, où tout devient juridique. De dire un mauvais mot, tu as le risque d'être quelque part pris avant un juge pour expliquer pourquoi vous avez dit le mauvais mot. Ça veut dire tout le monde avoir un certain crainte. Mais le manager d'aujourd'hui doit assumer tout ça au même moment de créer le PNL, au même moment de créer un profit. Et je pense que on sort un peu du modèle du project manager ou du leader qui sait tout à un modèle qui est pour moi multidisciplinaire. Et ça, pour moi, c'est tout à fait un autre métier. C'est pas le résultat, c'est l'équipe à gérer, les éléments à gérer. Et pour moi, c'est là, pour moi, le manager aujourd'hui a plus de difficultés. Et je vois ça dans plein de domaines où je dis aussi la sensibilité de toute la chaîne est augmentée aussi. Et on ne peut plus faire la même manière. Je dis, à l'époque, on a eu, à l'époque, je parlais de 20 ans, de crier sur quelqu'un, un ouvrier qui a mal fait sur chantier, c'était normal dans la construction. De siffler d'une madame qui passe devant un chantier, c'était considéré comme normal. On ne sait plus comprendre ça aujourd'hui. On ne sait plus accepter ça aujourd'hui. Ça veut dire on a vraiment eu sur les derniers 20 ans un changement fondamental de culture autour de nous, mais aussi culture interne. Et ça, pour moi, pour ces managers, ils n'ont jamais vécu ça. Ils sont arrivés sur une autre condition de travail. Ça veut dire, pour moi, la condition de travail maintenant est beaucoup plus bidirectionnelle. On veut donner quelque chose, on veut recevoir quelque chose. Avant, c'était plutôt, je travaille pour
un industriel ou une entreprise et j'apporte quelque chose. Maintenant, c'est bidirectionnel. On doit redonner quelque chose autour. Et ça, pour moi, c'est quand même, on sous-estime souvent, je pense, l'impact que ça a sur le management d'aujourd'hui. Je pense qu'on demande peut-être de temps en temps trop de choses. Et je n'ai pas encore peut-être que je vais jamais avoir, mais j'ai pas encore la solution comment on peut aider côté de people. Mais je pense que ce rôle, hein, j'ai amené ce débat aussi au niveau de mes collègues de comité exécutif, de dire, mais est-ce que nous sommes prêts d'investir à quelque chose qui peut donner l'aide suffisamment à ces managers pour qu'ils restent entrepreneurial, mais qu'ils n'aient pas peur de tous les risques autour de ça. Parce que c'est aussi un élément clé. Et ça, pour moi, c'est je peux dire, c'est mon défi pour les années qui suivent, c'est de dire comment on peut aider ce manager d'être entouré par des procédures, par des policiers, par des gens, par des services qui lui aident ou qui lui donnent la possibilité de bien gérer sa mission. Sa mission, c'est de bien faire son projet, bien faire son œuvre, quoi. Ouais, je te rejoins assez, hein, et donc je constate aussi que le manager, il est à l'intersection de toute une série de choses qui se passent dans l'entreprise. Il y a les commitments vis-à-vis des clients, avec des deadlines, des délivrables, les commitments vis-à-vis de l'entreprise avec une certaine rentabilité. Et puis, il y a une équipe à gérer où on veut que les managers soient humains et tiennent compte des circonstances des gens, où certains disent, ah, mais moi, je prends 2 mois de congé cette année. Et puis d'autres disent, ah, mais moi, je fais que du télétravail. Puis d'autres vont dire, moi, je viens pas le vendredi. Hein. Et donc, le manager, il est au milieu. Il doit coacher les gens sur leur carrière aussi. Parfois, ils ont des problèmes à la maison, ils viennent vers leur manager pour en parler aussi parce qu'ils ont confiance. Et le manager, lui, doit faire quelque chose de tout ça, comme si lui, dans sa vie, il avait tout le temps et aucun problème et qu'il savait tout résoudre. Et donc, comment est-ce qu'on les aide à Ouais. survivre? J'étais inquiet en voyant la dernière équipe Gallup en disant c'est finalement les gens les moins engagés, ce sont les managers. Or, ce sont les gens qui sont le plus à l'intersection de ce qui se vit dans l'entreprise. Ouais. Et on fait aussi des études où les jeunes ne veulent plus être managers. Ils se sont rendus compte que c'est un métier compliqué pour finalement, comme tu dis, les choses deviennent plus transactionnelles et donc ils disent, mais combien est-ce qu'on va me payer de plus pour tous ces ennuis supplémentaires que je vais devoir gérer? Oui, c'est un constat. Je pense que dans le rapport de Deloitte aussi, qu'il y a de moins en moins des gens pour le petit delta entre niveau d'employé et niveau de manager de l'employé. Est-ce que le delta est suffisant pour faire toutes ces tâches? Mais ça veut dire, si la réponse est non, ou de toute façon, économiquement, on ne sait pas faire une différence énorme, ça veut dire qu'on doit réfléchir quel est le type d'organisation qu'on peut mettre en route pour que ça peut encore marcher. C'est là où moi je dis, allez, je pense vraiment, mais je pense vraiment nous sommes devant quelque part un période plus évolution, mais révolution, c'est de dire comment, parce qu'avec l'intelligence artificielle, on va aussi voir que certains jobs vont fondamentalement changer. Il y a certains jobs où, où le contenu même va être différent qu'avant. Est-ce que nous sommes, comme industrie et comme entreprise, assez attentifs? Comment on va envisager le futur? On a l'avantage, si je peux le dire comme ça, dans la construction que, pour le moment, ça reste assez conservatif et on n'essaye pas de prendre un risque avec un pont qui doit rester 50, 100 ans quelque part, d'être trop innovatif. Mais il y a des autres industries où je pense que c'est pas le cas du tout. Mais néanmoins, ça change aussi chez nous. Quand je suis commencé, je vais commencer ici chez nous, on a eu encore des dessinateurs qui étaient en train de faire des dessins sur AutoCAD. Maintenant, il n'y a plus de dessinateurs du tout. Sur 10 ans, tout à fait disparus. Ils sont tous des ingénieurs en train de faire des modèles 5D avec des modèles paramétriques derrière qui tournent tout seuls. Si moi je vois comment j'utilise moi-même l'intelligence artificielle, je dis j'ai triplé, quadruplé
l'utilisation de intelligence artificielle dans les dernières 4-5 mois, quoi. J'utilise presque tout le temps. Ben, ça change mon job, ça me donne un confort, c'est un déconfort parce que de temps en temps, on doit réfléchir, est-ce que la réponse est clairement correcte, oui ou non, mais allez, ça change. Mais si je vois ça pour des bureaux d'avocature ou pour des bureaux d'études ou autre chose, ou pour des gens qui sont dans l'IT, ça change fondamentalement la manière que eux vont fonctionner. Ça va donner des opportunités, bien sûr, aussi. Mais ça veut dire pour moi, avec la technique qui va quand même d'une manière explosive est en train de changer, je pense qu'on sous-estime l'impact sur pas mal des industries et surtout certaines fonctions dans certaines industries. Alors, je voudrais encore poser 2 ou 3 questions assez rapides pour Oui, respecter le temps, le temps que tu as bien voulu nous offrir pour le podcast. Tu combines Chief People and Sustainability Officer. Quel est le lien que tu fais entre les deux parties de la fonction? ouais, moi je trouve il y a deux liens qui sont hyper importants. Je pense que le sustainability sans les gens derrière, ça marche pas. Ça veut dire il y a un lien, vous devez quand même, sustainability fait partie de votre culture. Vos gens sont votre culture en soi, ça veut dire que vous devez créer ce lien. Deuxièmement, pour moi, le sustainability, c'est aussi multidisciplinaire, multiservice. Mais le RH, c'est la même chose. Oui. On ne sommes pas l'expert dans tous les domaines, mais on connaît, quote unquote, tout le monde. On sait aller dans chaque service et parler de leurs gens et de leur. Ça veut dire on a un réseau développé et le sustainability a besoin du même type de réseau. Bien sûr, le fait que je suis intéressé à cet aspect de durabilité, que j'étais intéressé surtout sur les aspects sociaux et éthiques autour, oui, ça m'aide aussi, bien sûr. Mais pour moi, ce lien est assez normal et c'est assez de prendre le sustainability comme seulement un aspect technique, c'est pas correct, et de le prendre seulement comme un aspect législatif, c'est vraiment faux. Vraiment faux. C'est pas Ça comme touche ça. à l'identité même de Ça l'entreprise, alors. touche à l'identité et la culture de l'entreprise même. Ouais. Quels sont les conseils que tu donnes aux jeunes collaborateurs quand tu vois les nouvelles générations? Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? Oh, je trouve ça toujours une question un peu difficile parce que, allez, pour moi, comme j'avais dit, je pense que vous devez avoir trois choses. Vous devez avoir une capacité de faire une technique, hein, technique dans matière finance ou technique dans matière béton ou whatever. Vous devez avoir une ambition, clairement aussi. Si vous n'êtes pas ambitieux, bon, il n'y a rien qui va bouger. Et le dernier élément, vous devez quand même avoir la bonne attitude. Parce qu'une attitude, c'est l'acte que les gens constatent tout le temps. C'est le comportement que vous montrez. Parce que si vous êtes l'homme ou la femme le plus fantastique du monde, mais vous avez une mauvaise attitude, bah, c'est pas le talent qu'on veut. Ces trois combinés d'une manière ou l'autre, ça montre que on peut investir en vous et on peut investir en votre carrière. C'est pour moi une chose. Deuxième élément, c'est la performance. Pour moi, on ne peut pas être talent sans être performant. De dire, OK, si vous n'êtes pas performant, mais tu considères que vous êtes un talent, ben vous êtes dans le mauvais job. Vous devez faire un autre type de job. Mais de dire, je suis un haut potentiel, mais j'ai pas de performance, ben pour moi, ça veut dire la performance, c'est à la base. C'est dans chaque métier, dans chaque sport, vous devez vraiment travailler et bien travailler pour avoir un résultat. Sans travail, le meilleur talent du monde, sans travailler, ça marche pas. Et la performance, pour moi, est clé. Sans performance, on dit toujours, ben, c'est la base. Montre d'abord que vous avez la performance. Et par après, tout est faisable, quoi. Quel est, Geert, le secret de ta longévité dans ta fonction? Tu es depuis donc de nombreuses années maintenant en poste chez Basics. Quel est le secret ou qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à cette grande ancienneté? Bon, je pense que deux choses, non, trois choses. Première chose, j'ai
la capacité de rester naïf. Et je pense que la naïveté, c'est une bonne chose parce que ça montre que vous pouvez avoir une certaine, allez, la croyance qu'il y a quelque chose qui va passer, de ne pas être pessimiste. Moi, je dis la naïveté, ça me donne un certain optimisme. Je trouve toujours demain, c'est un autre jour. Je suis pas rancunieux du tout. Il y a des jours où je suis pas content, mais le jour après, j'ai tourné la page et en avant. Je pense que deuxième élément qui est important, je travaille surtout d'abord pour l'entreprise et après pour moi. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de mes propres ambitions, ça ne veut pas dire que je ne vais pas gagner mon propre salaire ou autre chose, mais j'ai toujours eu d'abord l'entreprise. Je trouve ça important. Et si l'entreprise est A ou B, ça c'est pour moi autre chose, mais c'est d'abord l'entreprise. Parce que c'est là où ma passion est, c'est d'avoir quelque part à la fin, si je dois quitter à cause de l'âge ou autre chose, une entreprise, que j'ai fait quelque chose dans cette entreprise. Et le dernier élément, je pense que c'est d'avoir la volonté de oublier les choses que vous avez fait avant pour faire autre chose demain. Se renouveler. C'est se renouveler, mais aussi dire, OK, ça a bien marché, mais de dire, OK, maintenant ça marche plus. Et pas avoir des faux sentiments de, oh tiens, si je fais maintenant autre chose, les gens vont dire que j'ai mal fait. OK, demain, on a un autre besoin qu'aujourd'hui et on a sûrement un autre besoin qu'hier. Alors, d'avoir la volonté d'oublier et de dire, OK, j'ai fait ça comme ça avant, maintenant je fais autre chose, sans se sentir mal à l'aise, c'est important. C'est comme ça que j'ai pu vraiment me réinventer ou réinventer certaines procédures parce qu'on a dit, OK, le passé, c'est le passé. Demain, j'ai un autre défi, j'ai un autre challenge. C'est très précieux. J'ai une fois entendu quelqu'un qui m'a donné le conseil, il faut jamais tomber amoureux de ses propres idées. Voilà, absolument. Et le dernier élément, peut-être je dois ajouter ça quand même, est d'investir à tes relations internes. Il devait quand même, allez, les personnes avec qui j'ai commencé, il y a déjà une génération qui sont plus ou moins parties, vous devez quand même réinvestir des générations de demain ou d'aujourd'hui, de créer cette relation. Hein? Je pense que c'est un élément important de ne pas partir avec la génération que vous avez commencé. Entre-temps, il y a des personnes qui ont changé, il y a des autres. Ça veut dire de continuellement investir dans cette compréhension de votre entreprise et dans la compréhension du besoin de votre management autour de toi. Waouh, c'est magnifique. Geert, peut-être pour conclure, si tu pouvais te donner un conseil à toi-même, au Geert du début de la carrière, qui démarrait là avec sa fonction de IHS, ce serait quoi ton conseil que tu donnerais avec le recul dont tu bénéficies maintenant? Je vais dire ça d'une manière peut-être un peu négative sur votre question. Moi, je vais pas avoir un conseil de Geert Albrecht à l'âge de 55 à Geert Albrecht à 25. Parce que je suis hyper content avec la manière que j'ai eu ma carrière. Je suis hyper content avec le choix que j'ai fait. J'ai vécu mes mauvais choix et j'ai appris de mes mauvais choix et j'ai appris aussi de mes bons choix. Je pense que le meilleur conseil que moi je peux donner, c'est de demander conseil aux autres. Demande le conseil des personnes autour de vous, de vos collègues, de vos amis, de vos parents, peu importe. Essaye, parce que chaque fois, chaque carrière, si je dois refaire, quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que vous allez faire la même chose? Je ne sais pas vous dire, parce que ma carrière, c'est un enchaînement des opportunités que j'ai pris, oui ou non, et avec qui j'ai dû vivre et avancer. De dire maintenant, maintenant à 55 ans, j'avais l'idée X de le faire. Non, j'avais dit il y a quelques minutes, la naïveté, moi je veux garder ma naïveté. Et cette curiosité d'être curieuse, d'apprendre quelque chose, de ne pas bloquer ça par quelqu'un qui a dit ouais, moi j'ai vécu tout. C'est le risque, je pense, à des personnes de mon âge de penser qu'on sait tout. Et moi, j'ai appris qu'on sait rien du tout parce que, comme j'avais dit, le demain, c'est plus le hier.
J'ai encore eu, je pense que c'est ma femme qui m'a expliqué, elle a vu quelque part une présentation de quelqu'un bien âgé, bien expérimenté, et qui parle comme à l'époque, c'était comme ça et comme ça, comme ça. Ben, ça ne sert à rien. Demain, c'est quand même pas comme hier. Et faire la découverte vous-même, c'est le meilleur truc que vous pouvez faire. C'est comme ça que vous allez apprendre. Ça veut dire, non, je veux pas donner, je veux bien voir, et je me sens encore 25 ans, honnêtement. Mais je suis sûrement pas, je me sens encore 25 ans. Mais je ne donne pas de vie. Je veux bien saluer la personne à 25 et dire, faites vos choix. Vas-y, quoi. Ose. Des expériences, oui. Ouais. C'est magnifique. C'est une belle conclusion. Merci, Pierre. C'était passionnant. Vraiment, j'ai adoré faire ce podcast avec toi. Beaucoup de visions, beaucoup de choses inspirantes. Et je suis certain que les personnes qui écouteront ce podcast vont aussi se sentir fort inspirées par tout ce que tu as dit. Donc, merci beaucoup. Okay. Merci. C'était hyper intéressant. Et c'est une autre manière de faire un podcast, c'est d'avoir quelque part un débat sur tous les sujets. Et c'était vraiment amusant pour moi-même aussi. Merci, Frédéric. C'était The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TrendSearch et Q7 Leader. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles dans votre programme de podcast, à vous abonner et à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.